Foot Express. Foot Express. – 17h02 dans ce studio de Radio Espace d'Espace TV. Merci de nous rejoindre dans la seconde et dernière partie de cette émission Foot Express. On parlait de la visite de la FIFA pour la première fois depuis la mise en place du CONOR au mois de novembre dernier. Une visite qui a donc été marquée par, les entretiens et puis la visite du centre technique de Nongo et de l'Académie nationale de Kindia. On attend vivement les dernières conclusions de la FIFA. Vous avez suivi le compte rendu assez bien fourni d'Ibrahima Soudi Diaby Véron et les analyses pointues de Mohamed Souma. La rubrique de Mamadi Kabadjeng, ça sera tout à l'heure. Mais avant, nous, on va ouvrir le chapitre de la Coupe d'Afrique des Nations avec l'épilogue qui va donc avoir lieu donc ce soir avec la finale qui va opposer l'Égypte au Sénégal. Le Sénégal qui court désespérément après donc sa toute première étoile après 3 finales perdues, une en 2002, 2019 et depuis Aliou Cissé en a fait une affaire personnelle, lui qui a raté le penalty en 2002 et depuis il a géré sur tous les toits, sur tous les dieux qu'il fait de la Coupe d'Afrique des Nations une affaire personnelle et qu'il va la remporter. Pas seulement, même au-delà, même après avoir accroché ses crampons, avoir mis un terme définitif à sa carrière de footballeur. On va parler à présent de la Coupe d'Afrique des Nations avec vous, Ibrahima Soudi Diaby Véron, Mohamed Souma, Mamadi Kabadjeng. Vous étiez en train de dire que les jeunes joueurs sont l'avenir du football de demain. On retient très bien cette phrase, on la garde pour votre rubrique à partir de 17h30, Mamadi Kabadjeng. Avec vous, Mohamed, la finale, ils étaient 24 équipes qui ont rivalisé d'ardeur depuis le coup d'envoi de cette 33e Coupe d'Afrique des Nations. Ils ne sont plus que deux. Une finale qui va se jouer aux allures de retrouvailles entre deux joueurs de classe mondiale qui ne boxeront plus dans un même club ou dans une même équipe, mais qui seront face à face. Et oui, Sadio Mané versus Mohamed Salah, je pense que c'est un duel très plaisant que n'importe quel admirateur de football africain voudrait avoir. Maintenant, après, le reste, il ne suffit pas d'en faire une affaire personnelle, il faut jouer en équipe, vous savez. Et je pense que ça va être une première expérience pour Mohamed Salah en finale de la Coupe d'Afrique des Nations, alors que Sadio Mané est donc à une deuxième sera une deuxième. Vous savez, la finale de 2009 l'avait laissé donc pas victorieux. 3 cannes pour chacun des deux. 3 cannes pour chacun des deux. Sadio Mané a sa deuxième finale, Mohamed Salah a sa toute première. Et on verra ce que ça va donner. On pourra aussi évoquer notamment quelques statistiques, mais ce que l'on peut retenir depuis le début de cette compétition, c'est que on est en train de parler, on a vu que le football africain n'a pas encore perdu son éclat. Vous savez, la CAN, c'était la 3e compétition la plus regardée sur Terre. Après, bien sûr, la Champions League, la Coupe du Monde, venait la Coupe d'Afrique des Nations. Et je pense que cette Coupe d'Afrique des Nations, au niveau spectacle, a quand même tenu toutes ses promesses. Même si l'arbitrage a encore très décrié parce qu'il y a eu pas mal de contestations, beaucoup d'erreurs arbitrales, mais je pense que ça a quand même tenu toutes ses promesses. Ça a tenu toutes ses promesses avec de très belles affiches, de belles infrastructures, sauf que les gradins étaient creux, les stades étaient donc vides de spectacles. Des spectateurs, on va évoquer tout cela avec notre confrère qui est déjà en direct, Jean-Paul, journaliste sportif du côté du Cameroun. Bonsoir Jean-Paul, bonne arrivée. Bonsoir à tous, bonsoir à tous vos auditeurs, bonsoir le Sénégal. Bien, très ravi de te retrouver Jean-Paul. Je rappelle que vous êtes journaliste sportif. Le Cameroun qui a perdu en demi-finale face à l'Égypte, porté par Mohamed Salah qui fait à lui tout seul tout le boulot des pharaons d'Égypte. Mais le Cameroun s'est contenté de ce bonbon à la couleur de chocolat qu'il a commencé déjà à sucer hier en renversant le Burkina Faso. Alors pour commencer, comment est-ce que vous pouvez expliquer cette élimination du Cameroun en demi-finale? Beaucoup d'observateurs estimaient que le Cameroun a eu une trajectoire taillée sur mesure parce que le Cameroun n'avait pas rencontré un des favoris de cette Coupe d'Afrique des Nations, encore moins un des vainqueurs de cette compétition. Et les tests Covid également, il n'en suffisait pas plus pour étayer la thèse du complot. Alors vous, journaliste sportif au chevet, au taquet de cette équipe nationale du Cameroun, comment est-ce que vous pouvez expliquer cette élimination du Cameroun en demi-finale?
D'abord, l'Égypte a joué sans avoir le mérite, avec un début poussif, tout le monde a vu. Encore en demi-finale, a gagné à la loterie, parce que pour moi, les tirs au but sont une séance de loterie. En demi-finale, l'Égypte n'a pas démontré grand-chose. Je ne le dis pas parce que je suis camerounais, mais je le dis avec toute la froideur et ancien sportif que je suis. L'Égypte n'a rien démontré, mais le sort a bien voulu que pour une deuxième fois, le Cameroun sorta en demi-finale et devient l'une des nations qui est perdue sur le plan de la performance que les autres pays organisateurs. 2 fois le Cameroun a organisé, 2 fois il est sorti en demi-finale. Pour cette performance, tous les Camerounais s'accordent à dire que l'équipe du Cameroun s'est bien comportée et que n'eût été la séance des tirs au but, tout le monde applaudit des deux mains. Nous sommes sortis par cette grande porte et finissons à la 3e marche. On dit le Cameroun a 5 étoiles, jamais gagné au Cameroun, toujours à l'extérieur. Ça fait mal de perdre, mais c'est le sport. Il faut un vainqueur et un vaincu. J'ai vu nos frères ivoiriens et des autres nations. J'appelle tout simplement à la conscience, au bon comportement et au comportement de fair play. On ne gagne rien à s'invectiver. Alors que nous sommes des peuples frères. Justement, Jean-Paul, comment est-ce que vous comprenez ou vous expliquez cette raillerie ou ce chambrage dont le Cameroun a fait objet, notamment par nos confrères, particulièrement nos confrères ivoiriens après cette élimination en demi-finale face à l'Égypte? Comment vous l'avez accueilli et comment vous l'interprétez? Non, on pense tout simplement que d'autres confrères ou même d'autres concitoyens n'ont pas la tête sur les épaules, qu'il suffit d'une petite glissade, ils sont perdus. Mais je pense que quand une boussole ne sait plus montrer le sens du nord ou du sud, elle est bonne pour la poubelle. Je pense tout simplement que on ne gagne rien à faire ce qu'il a fait, mais en le faisant, il prouve tout simplement qu'il est un journaleux et non pas un journaliste. Parce qu'un bon journaliste, il reste froid. Et vous avez vu comment j'ai fait appel à la paix aux deux peuples à travers mes posts et mes commentaires un peu partout. Je pense que c'est l'exemple à suivre. On ne suit pas le mauvais pied de danse. Là, il a mal dansé. On ne va pas applaudir. On peut tout simplement lui dire, refais tes classes si tu es un bon journaliste. Parce que nous sommes des journalistes, non pas des syndicalistes. Bien, Jean-Paul, journaliste sportif du Cameroun. Et à la faveur de cette demi-finale, on a écouté le président de la Fédération camerounaise de football, à l'occurrence Samuel Eto'o, qui a annoncé le Cameroun possible candidat d'une Coupe du Monde. Est-ce qu'il est en train de surfer sur les quelques acquis engagés avec cette Coupe d'Afrique des Nations, ou est-ce que Samuel Eto'o fait montre d'un chauvinisme imbécile? Non, je pense tout simplement que Samuel Eto'o est resté lui-même, un homme qui a la tête sur les épaules et qui ne déroge pas. Vous savez, avec tout ce qui s'est passé, la CAF a voulu gâter cette fête africaine. La CAF n'a jamais envoyé une lettre de félicitations à Samuel Eto'o, la FIFA également, et ça montre pour des intellectuels soi-disant, je mets ça entre guillemets, qu'on se pose la question, si d'autres sont allés à l'école pour chercher des diplômes pour être écrits devant leur nom, docteur, PhD, et que montrer dans leur management ou leur comportement qu'ils ne valent vraiment pas ce pédigré. Parce que quand on est président de la CAF, on devient le père de l'Afrique et de toutes les équipes. Un président élu dans votre confédération devrait mériter une lettre de félicitations, ce que Samuel Eto'o n'a jamais reçu depuis qu'il est assis au siège de la Fédération camerounaise de football. Ni Gianni Infantino ne l'a pas fait. Donc je pense que Eto'o dit ce qu'il pense et il fait peur. Il fait peur aux États, il fait peur même aux confédérations, même à la FIFA. Parce qu'ils savent bien que Eto'o n'est pas manipulable, que Eto'o n'a pas faim et qu'il pourra dire ce qu'il a à dire. Alors annoncer la candidature du Cameroun pour 2030, je crois que le Cameroun aujourd'hui peut organiser une Coupe d'Afrique des Nations et une Coupe du Monde. On ne va pas
cacher ou on ne va pas lésigner sur les mots pour le dire. Alors quand Eto'o le dit, ce n'est pas un chauvinisme, ce n'est même pas une prétention, mais c'est pour dire que nous pouvons, et je pense c'est pour ça qu'il a été élu. Dire ce que le Cameroun est capable de faire, corriger ce qui n'est pas bon depuis 21 ans, et puis amener le bateau FECAFOOT désormais sur une bonne ligne, un bon comportement, comme il a revu le salaire et les conditions de travail et de vie des employés de la Fédération camerounaise il y a 2 jours. Voilà le genre de manager qu'on attendait et on espère qu'il va tenir, qu'il va aller jusqu'au bout. Samuel Eto'o de Cameroun. Quand Samuel Eto'o étiqueté par Gianni Infantino, qualifié par Gianni Infantino d'extraterrestre, d'avoir brouillé toutes les pistes pour empêcher son élection à la FECAFOOT, lui qui n'a pas eu de place sur le podium lors de la cérémonie protocolaire après la petite finale. Jean-Paul, journaliste sportif en direct du Cameroun. Oui, Mamad. Alors, Jean-Paul, on a bien suivi tout ce que vous avez dit depuis le début. Moi, je reviens un peu sur l'élimination du Cameroun avec ce discours de Vincent Aboubakar, quand il dit que chacun a fait ce qu'il voulait. Aujourd'hui, vous qui êtes Camerounais en plus, qui êtes journaliste, je vais dire africain, parce que on sait que ce métier transcende les frontières dans son application. Comment est-ce que vous réagissez à ce discours? Est-ce qu'il a été vraiment... Est-ce que c'est un discours de champion ou c'est un discours qui est prononcé dans une crise de nervosité? Comment est-ce que vous l'avez accueilli et comment est-ce que le peuple camerounais y a réagi? Quand il dit que chacun a voulu faire son numéro. Hein. Moi, Jean-Paul Baïa, journaliste sportif, ce discours est allé droit dans mon cœur parce que dans l'équipe nationale du Cameroun, on a toujours eu des capitaines qui étaient des hypocrites et qui ne disaient pas des choses qu'il fallait. Aboubakar a fait une communication et il a tout dit en dénonçant le coach, en dénonçant ses coéquipiers. Il a parlé de tout le monde, sauf que c'était une communication et comme la communication est une technique, tout le monde ne peut pas comprendre. Et vous avez vu que après c'était Choupo-Moting, donc Aboubakar vous annonçait quelque chose et hier, après la rencontre, tout le monde a donné raison à Aboubakar. Moi, je donne raison à Aboubakar parce que les gens aiment l'hypocrisie. Et Aboubakar a dit, n'oubliez pas, le football n'est pas un sport, c'est pas l'athlétisme. C'est un sport collectif. Dès que chacun veut faire ce qu'il veut faire, ça paye cash. Et ça paye cash. Vous avez vu que le Cameroun a joué à l'emporte-pièce et à l'individualité. Pendant la première mi-temps, c'était le moment où le Cameroun devait gagner son match. Dès que c'est raté, c'est manqué, vous allez tout faire. Ça nous amène là où ça nous a amené au tir au but. On a retrouvé des tireurs haute voltige et d'autres qui donnaient aux gardiens. Voilà, je pense qu'Aboubakar a eu un discours sain et je suis content pour lui. Sur le plan de la performance qu'il a produit pendant cette CAN, il finit meilleur buteur. Toko Ekambi, 5e, avec 5 buts aussi. Je pense qu'Aboubakar Vincent, l'année prochaine, en Côte d'Ivoire, sera forcément pas titulaire, il sera quand même là. Mais il a donné ce qu'il pouvait donner et il a dit la vérité au moment où il fallait la dire. Bien. Donc, pour moi, pour ma part, et aujourd'hui, il y a certains Camerounais qui s'accordent à dire que Aboubakar avait bien fait de le dire. Parce que Conceição, j'embraye pour vous dire qu'il doit partir avant le match contre l'Algérie. Voilà l'alerte que nous sonnons dès ce soir. Il doit partir, Conceição, lui qui déjà s'est mis à dos Choupo-Moting. Choupo-Moting, on a entendu la déclaration de son manager qu'il ne jouera plus sous les couleurs des Lions indomptables aussi longtemps que Conceição sera sélectionneur du Cameroun. Vous êtes d'accord avec lui, vous demandez d'ailleurs son départ. Alors, on va revenir, Jean-Paul, sur les couacs qui ont émaillé l'organisation de cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Des couacs qui ont conforté les plus sceptiques dans leur position à dire que le Cameroun, même après 20 ans, ne serait pas prêt à organiser la Coupe d'Afrique des Nations. On a vu des stars, de belles affiches, de belles infrastructures, sauf que les gradins étaient creux. Les raisons, vous allez nous expliquer après. On a vu également des pelouses à la limite du praticable qui empêchaient le football de champagne que voulaient développer certaines nations de football. On a vu le manque d'eau dans les vestiaires.
notamment de la Tunisie après leur match contre le Mali. Ils n'avaient pas d'eau dans les vestiaires, ils étaient obligés de s'échanger, de se doucher une fois à leur hôtel. Est-ce que tout cela n'était pas de nature à donner raison à ceux qui ne voulaient pas ou à ceux qui demandaient le report de cette Coupe d'Afrique des Nations? Ou est-ce que pour vous, c'était des faits isolés qu'il fallait dédramatiser, relativiser et organiser cette Coupe d'Afrique, d'autant plus que le Cameroun est un pays qui est extrêmement jaloux de son histoire et de son palmarès? Bon, disons tout d'abord que toute organisation a des limites. Des saints vivent au ciel. Tant que nous sommes sur terre, nous sommes loin de la perfection, mais on promet toujours de faire mieux pour une prochaine fois. C'est la CAN des temps modernes, la première avec 24 pays que le Cameroun a su bien organiser. On ne va pas se croquer les lèvres pour le dire. Maintenant, qu'il n'y ait pas d'eau ou d'électricité dans un vestiaire pour une rencontre, cela peut bien arriver parce que ce sont des hommes qui sont à la manœuvre et que ce sont des hommes qui sont à la gestion de ces affaires. Ça pouvait être une panne, mais ce n'est pas parce qu'on ne s'est pas lavé après un match que la compétition s'est mal passée ou qu'on a perdu sur le terrain. C'est déplorable parce que quand on a fini une rencontre comme celle-là, on a besoin de se mettre à l'aise et puis de se sentir bien immédiatement. C'est déjà dans leur vie, les professionnels, ils sont comme ça. Donc, c'est pas parce qu'il n'y avait pas d'eau qu'on se réjouit de cela. On déplore tout de même. Et vous savez que les Camerounais, ils sont très durs pour des affaires comme ce que nous sommes en train de décrire là. C'est vrai que ça ne peut plaire à personne. Mais il y a toujours des apprentis sorciers qui veulent dramatiser même ce qui est trop petit, même ce qui est infime. Je pense donc qu'on ne gagne rien à crier sur les toits pour une petite panne d'électricité ou une panne d'eau qui est intervenue après une rencontre. Il y a l'hôtel, on peut partir se laver à l'hôtel si on n'a pas pu se laver dans les vestiaires. Donc je pense tout simplement que nous avons tous déploré cela, mais ça s'est bien passé jusque-là, en dehors de ces journalistes, confrères algériens qui ont déjoué les Scots et ils sont allés jouer la vie et puis ceci est arrivé, cela est arrivé. Donc je pense que on dit on peut faire mieux pour la prochaine fois. Bien. On a écouté Joseph-Antoine Bell qui disait que l'Algérie est venue au Cameroun pour faire tout sauf jouer au football. L'Algérie qui s'est plaint d'abord de la pelouse, qui s'est plaint de la luminosité, qui s'est plaint des embouteillages, qui s'est plaint de tout, du fait que les gradins étaient vides, étaient creux. Jean-Paul, en tout cas, il ne nous reste plus qu'à vous dire merci. Un mot sur cette affiche, sur cette finale de ce soir. Avant la finale, je voudrais poser la question, même si c'est vous qui l'avez posée, je voudrais dire ceci. Mais l'Algérie, il y avait aussi des embouteillages sur les pelouses, ou alors il y avait des épines dorsales sur la pelouse, et ils jouaient sur du feu. Leurs adversaires jouaient sur quelle pelouse? L'Algérie a déçu en fait, parce qu'elle était favori, détenteur du titre, elle a été incapable de jouer. Et puis qu'elle assume son élimination tout doucement. Voilà ce que je voudrais dire. Maintenant, on peut parler de l'affiche de ce soir, si vous voulez. Vas-y, allez-y. Allez-y, l'affiche de ce soir, les chances de ces deux équipes. Oui, d'abord, je voudrais dire que l'Égypte n'a pas démontré grand-chose jusqu'à la demi-finale. Et peut-être aujourd'hui, on va voir une Égypte transfigurée. J'espère que ça va montrer de bons spectacles. Je suis très content du Sénégal qui a bien démarré et qui au fur et à mesure a corrigé certaines erreurs et est monté en puissance jusqu'en demi-finale. Je pense que si le groupe est compact, homogène, bien psychologiquement et que les entraînements jusqu'ici se sont bien passés, il n'y a pas de malades, il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de faux Covidés comme la CAF a mis son agence pour déranger la compétition du Cameroun avec des cas de Covid. On n'a pas entendu parler, tant mieux. On a entendu que Marouane serait de retour, le latéral égyptien qui avait été suspendu.
Et là, ça va faire boum sur le spectacle si jamais l'entraîneur avait prévu qu'il pouvait jouer. Donc je pense que pour l'Égypte, on attend de voir ce qu'on n'a pas encore vu. Parce que jusque-là, l'Égypte n'a rien donné. Et par contre, le Sénégal, lui, j'ai dit, il a commencé bien et il a su corriger certaines de ses lacunes jusqu'en finale. Et je pense que le Sénégal pourrait remporter cette finale par un score de 2-1, ou alors, si jamais il venait à faire jeu égal, il remporterait au tir au but. Mais tel que je sens le match, c'est un score sur tapis vert et je souhaite que le Sénégal l'emporte. Jean-Paul, journaliste sportif camerounais. Merci Jean-Paul de vous être prêté à nos questions. Merci de votre disponibilité et de votre très brillante analyse. Merci à tous et portez-vous bien. On se retrouve dans la cuisine interne. On se retrouve dans la cuisine interne, mon cher Jean-Paul. Merci encore une fois d'être passé chez nous à Dafo Média, Radio Espace, Espace TV. On est au cœur de la Coupe d'Afrique des Nations. Vous avez vécu avec nous toutes les émotions que le Chili nous a fait vivre pendant mes aventures du côté donc du Cameroun. Coach Véron, on a suivi notre ami, notre confrère Jean-Paul, très sérieux, très cohérent, lucide, avec une dose d'humour dans ses analyses. Oui, je pense que ce qu'il a appris, il a bien appris. Il faut il a bien le appris. connaître, mais moi je savais qu'on avait un supporter du Sénégal, parce que quand il disait bonsoir, il dit bonsoir au Sénégal, et après on a compris l'équipe qui a fait tomber le Cameroun, c'est l'adversaire direct du Sénégal. Donc, que s'arranger derrière le Sénégal, c'est bien beau, c'est normal, parce que nous savons tous quand il y a des compétitions du côté du Maghreb, même si l'Égypte c'est un pays arabe, c'est pas un pays du Maghreb, mais souvent quand il y a des compétitions de ce côté-là, c'est très difficile de voir une équipe du sud du Sahara aller remporter le trophée de ce côté. C'est pourquoi souvent quand il y a des compétitions comme ça, il y a aussi des oppositions de jaunes. Généralement, les Africains du sud du Sahara sont tous rangés derrière le Sénégal en pensant que le trophée doit rester. Moi, je pense que la logique s'est fait respecter, parce que nous savons tous que le football en Afrique, ça se joue généralement. Ce qui domine le football africain, c'est l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Nord. Ouais. Donc on a compris quand ces deux équipes aussi se rencontrent en finale, et je pense que c'est ce qui s'est vérifié, c'est ce qui s'est expliqué. Voilà, mais dire que l'Égypte n'a pas aussi joué contre le Cameroun, moi je pense que chacun a sa façon de jouer, et nous jouons le haut niveau, on demande là-bas le résultat, quelle que soit la manière. Et au moins l'Égypte a su gérer ses émotions, parce qu'on a vu au niveau des tirs au but, moi je disais à quelqu'un qu'il était très rare de voir. Ils avaient une ascendance psychologique. Exactement, il était très rare de voir des Africains noirs, si vous voulez, gagner au tir au but contre, je ne parle pas en club, mais en équipe nationale, gagner contre ces Arabes-là, parce que c'est toujours compliqué pour eux. Et c'est tout comme les Africains contre les Européens. Souvent, vous voyez comment ça se passe quand c'est des tirs au but. Je pense que tout ça, c'est des choses qui doivent être préparées, qui doivent être appris dans les académies, dans les centres de formation, parce qu'on a vu les Camerounais ce jour-là tirer des pénaltys à n'importe quelle pièce. Voilà. Si Jean-Paul dit que c'est un jeu de loterie, moi je m'inscris en faux. Parce que, oui, les pénaltys, c'est un exercice technique. Qui fait partir de toutes les compétitions qu'on apprend, comme on apprend tous les autres gestes. Donc si vous n'êtes pas concentré, vous n'avez pas la tête sur les épaules, je pense avec un penalty, on peut avoir la Coupe du Monde. Bien. Avec vous, Mohamed Souma, l'Égypte qui se remet au talent individuel, à la pureté du pied gauche de Sadio Mané et de Mohamed Salah, et le Sénégal avec Sadio Mané qui symbolise cette montée en puissance du Sénégal, entré timidement et qui a marché sur la pointe des pieds dans cette compétition avec la vieille garde, Kalidou Koulibaly, Gana Gueye, Sadio Mané, mais de jeunes loups qui gravitent autour de cette vieille garde. Aliou Cissé qui en fait une affaire personnelle. Ça promet. Je pense que ça va être une très belle affiche. Mais bien avant de parler de cette finale, permettez-moi de faire comme Véron, redescendre un peu plus bas pour l'intervention de Jean-Paul, notre confrère. D'abord,
Et il commence, c'est bien beau tout ce que l'on peut dire sur une organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est vrai que je l'ai dit ici quand vous étiez du côté des Bafoussam. Aucune organisation, en ce qui concerne une Coupe du Monde, une Coupe d'Afrique des Nations, ne peut être réussie à 100%. Ouais. Et je pense que les équipes qui n'ont pas compris cela, surtout pour le cas de la CAN, n'ont pas du tout leur place dans cette compétition. Parce que c'est vrai que vous êtes habitué à un football professionnel en Europe, mais également la CAN, c'est toute une autre réalité. Ouais. Vous n'allez jamais voir, par exemple, les Brésiliens se plaindre du niveau, par exemple, de la Copa América parce que c'est rude, parce que c'est physique. Ils ne vont jamais se plaindre. Même s'ils ont des joueurs qui sont très techniques et qui sont là pour le spectacle, à l'image de Neymar, à l'image de Vinicius, de Messi, ils ne se plaignent jamais parce qu'ils savent que c'est ça également l'identité de leur continent. C'est l'identité footballistique de leur continent. Et je pense que nous également, on pourrait avoir par exemple une pelouse du Santiago Bernabéu, du Camp Nou, du San Siro. On pourrait avoir beaucoup de pelouses à l'image de l'Etihad Stadium. Mais il faut également donner à ce football africain son authenticité, son originalité. C'est pourquoi vous avez par exemple des matchs très compliqués, des matchs surprises que l'on a vus dans cette CAN. Et on a vu des stades suspendus. Voilà. Maintenant, j'en reviens. Par contre, ce que j'ai trouvé un peu déplorable, c'est ce qu'a voulu donner Samuel Eto'o à l'image du Cameroun. Je me dis que c'est un homme, c'est un grand champion. Il est un peu en avance mentalement par rapport à son palmarès sur le Cameroun. Quand je prends par exemple ses déclarations, ça va être une guerre contre l'Égypte avant d'être recadré par Queiroz et de tempérer le jeu. Quand il dit par exemple que la FIFA même n'a pas réussi à changer la date de la Coupe d'Afrique des Nations et que ce n'est pas l'Algérie ou bien n'importe quelle sélection qui réussirait à changer le lieu ou délocaliser un match. C'est présomptueux. Je le dis, c'est très présomptueux. Mais il faut le comprendre. Oui, mais à un certain moment... À un certain moment... Mohamed, il est frustré. Oui, mais à un certain moment, lorsque vous êtes président d'une fédération nationale, que vous accueillez un beau monde chez vous, on a dit c'est l'Afrique, il va falloir être très souple dans ses discours. Surtout que parfois... Tout n'est pas rose. Vous avez vu comment il a boudé le protocole? Japoma, par exemple, on le dit, mais c'était un stade qui était vraiment impraticable pour le haut niveau du football africain. Je suis d'accord. Donc, vouloir dire que ça ne sera pas changé, il va falloir s'y faire, à un moment, il faut être très souple dans ses discours. Et je pense que Eto'o, c'est sa personnalité. Il a grandi comme ça, il a toujours été très strict et il avait toujours eu cette confiance en soi, très démesurée parfois. Lorsqu'il dit « je vais le faire », il le fait. Mais parfois avec des proportions un peu démesurées. Je pense que là, par contre, c'est un peu sur ce côté où je ne m'entraînerai pas avec nos confrères Jean-Paul. Maintenant, après, par rapport à l'affiche... Moi, je comprends Samuel Eto'o. Je comprends qu'il soit frustré. Je comprends, pour le grand champion qu'il a été... Gianni a été hué au stade pendant la cérémonie d'ouverture. Parce qu'il était le chef d'orchestre de cette campagne de boycott et de délocalisation de cette Coupe d'Afrique des Nations. Je ne parle pas de la délocalisation de la Coupe d'Afrique des Nations ou d'un sa date. Je parle par exemple du stade Japoma. Où Eto'o aurait eu quand même, je vais dire, la souplesse dans son discours de reconnaître que c'est un stade, c'est une pelouse qui est dégradée, mais qu'il trouverait une meilleure solution. Et pas d'aller directement au bras de fer en affront avec la réalité qui était là. C'était un stade, c'était une pelouse qui était dégradée. Donc je pense que ça ne plaît à personne, à aucun Africain qui aime le football, de voir un stade comme ça où se joue... réaction des bergers. Voilà. Bon, après, ça ne réussit pas toujours. Ce n'est pas bien cadré. Maintenant, pour la finale, dire que l'Égypte a gagné, par exemple, à la loterie, je vais rejoindre Vérone. C'est pas vrai. Le pénalty est un geste technique qui se travaille à l'entraînement, qui se prépare. On sait que c'est le fer de lance d'ailleurs de certaines équipes, cette étape de tir au but. Certaines équipes arrivent à gagner. Ils te forcent à aller au tir au but. C'est comme l'Italie, par exemple. Voilà, c'est comme l'Italie quand on est sûr de ses moyens. Surtout, on l'a vu par exemple avec la Hollande, qui avait toujours son gardien sous le banc. Et quand c'était dur, ils envoyaient leur adversaire en tir au but pour pouvoir s'imposer après. Et surtout que l'Égypte a été très académique dans ces jeux. Surtout très académique. Je vais vous le dire aujourd'hui, quand vous avez une Coupe d'Afrique des Nations, vous pouvez compter tactiquement sur deux équipes qui ne vont pas vous décevoir. C'est l'Égypte et la Tunisie. Ces équipes peuvent avoir tout le mal du monde à briller dans une compétition, mais tactiquement, vous pouvez leur reprocher très peu de choses. C'est ce qu'on a vu par exemple avec l'Égypte face au Cameroun. Ils ont été très méthodiques dans leur tactique, ils ont été très disciplinés et au final, ça a vraiment payé pour eux. Maintenant, après, le collectif également sénégalais peut être très reluisant par rapport au collectif égyptien. Je pense que ça va être un très bon match.
Et il va falloir prendre beaucoup en considération cette équipe de l'Égypte, parce que sur un match comme ça, sur le coup, elle peut se transcender et montrer ce que l'on n'avait jamais vu depuis le début de cette compétition. C'est vrai que le Sénégal a commencé sur la pointe des pieds, mais cela aussi s'explique parce que vous avez 7 joueurs phares qui sont absents de votre effectif pour cause de coronavirus ou autre. C'est très difficile pour vous d'entrer en compétition lorsque vous êtes également annoncé comme favori. Donc, je pense que c'est une très belle affiche sur laquelle on peut voir, par exemple, une très belle opposition entre Sadio Mané et Mohamed Salah. Mais je pense que ce match va aller bien au-delà de ces deux personnes. Ça va être un match tellement collectif que l'on ne pourrait pas peut-être voir beaucoup à l'œuvre Sadio Mané et Mohamed Salah. Bien, l'Égypte qui sera privée de son entraîneur, lui qui est suspendu pour avoir écopé un carton rouge en demi-finale. Mamadi Kabadieng, vous avez tiré pénalty dans votre carrière? Oui, moi j'ai tiré pénalty quand j'étais à CIK. C'est un geste technique? Ouais, c'est un geste technique. Pénalty, il y a des sang-froid. Ok. Bon, avant que tu viennes pénalty, d'abord, toi, tu dois choisir un côté dans ta tête. Ok. Avant que tu déposes le ballon, d'abord, tu as pris le ballon déposé. Tu as capté d'abord, ouais, moi, je dois mettre côté droit. Ok. Bon, gare à toi. Si gardien aussi a choisi côté droit dans son esprit, parce que pénalty, tu ne peux pas prendre deux côtés. Bon, il faut que tu mets ici. Un gardien de but, il fait semblant, il y a des gardiens qui... C'est un jeu de devinette, en fait. Bon, si toi, ton idée, côté droit, l'idée des gardiens aussi, c'est côté droit, tu vas rater le pénalty. Bon, tu vois les Camerounais, de façon qu'ils ont tiré. Moi, j'ai vu que les tireurs qui ont raté le pénalty là, ils ont trop été confiance à eux. Tu sais, pour rater le pénalty, une fois, on était parti à Sénégal, l'équipe locale, dans des Pelé Job. Ils ont choisi Claver et Dani. Tu connais Dani le combo. C'est un milieu de terrain, un bon joueur technicien. Bon, comme c'est un technicien, entre eux, l'a choisi pour tirer le pénalty. Bon, Dani est venu, il s'est arrêté devant un gardien sénégalais. Le gardien sénégalais faisait 1m96. Tellement grand. Bon, le monsieur a fait comme ça, Dani, semblant. Dani est venu, il a mis, monsieur a arrêté le pénalty. La Guinée a éliminé. Au pénalty aussi, moi je peux dire c'est la chance. Un peu de chance. Un peu de chance. La vie d'ailleurs. Le favori est le tireur est le favori. Parce que le goal est grand. Moi je donne le favori le tireur. Bon, le tireur, il faut être un Pascal Fendino. Je parle les vrais tireurs. C'est vrai que c'est lié avec Pascal. Voilà, sont très forts. Il n'a jamais raté. Pascal, mais il est également fort à cela. Qui va marquer. Même que moi. Au lieu de moi tirer pénalty, je préfère Pascal tirer. Bon, regarde, comme des Messi aussi. C'est des gens sûrs des pénalty. Pénalty, c'est des qualités. Parce que si tu me permets bien, vous savez, le but, ça fait 7m32. La hauteur, tu fais 2m44. Il n'y a aucun gardien du monde qui fait 2 mètres. C'est souvent 1m90, le plus long 96, comme il vient de le dire. Quand tu te mets au milieu pour pouvoir réagir sur un geste qui va directement à la lucarne ou qui va au petit filet, même si tu vois le pénalty, si c'est bien tiré, et surtout par rapport au poids du joueur et la rapidité du ballon, c'est difficile de l'atteindre. Surtout avec 1m96, je suis d'accord avec lui, qui a la taille d'un albatros. Comme on le dit, qu'il n'y a que des mauvais tireurs. Il faut savoir. Et surtout aussi, excusez-moi, dans la formation, par exemple, des gardiens, on entend souvent le dire, ça se joue avec l'envergure que vous prenez. Et beaucoup de gardiens ne savent pas, par exemple, ce que ça veut dire. Mais lorsque vous voulez tendre le mauvais bras pour un ballon, je pense que ça va être très compliqué que vous occupiez une surface. Si tu as le passe caché, là, tu connais le passe caché. Tu l'as vu, le passe aveugle. Tu mets ton jeu ici, tu mets ballon. C'est ça, voilà. Si tu as ça, tu peux tromper le gardien. Tu vas voir des tireurs qui sont inclinés. Comme ça, là. C'est le meilleur tireur, généralement. Il ne va pas tout droit comme ça. Il se met là. Bon, c'est là-bas que le gardien va avoir des complications. Tu regardes côté comme ça. Le gardien, il ne sait pas, il met ici. Alors, je regarde ici. Il y a des gens qui mettent là-bas direct. Le gardien va comme ça. Il y a des gens qui font comme ça. Au lieu de mettre. Ils ferment leur pied au dernier moment. Il fait boum. Gardien vole comme ça, ballon rentre comme ça. Mais ça peut
trouvé que ça parle le même sens. Exact. Ouais. Bien. Voici, ça parle le même sens comme l'ancien Camerounais, là, je ne sais pas, Womé. Oh, oui. Il a raté le penalty, je ne sais pas, Cameroun, Côte d'Ivoire, aller Coupe du Monde. Ouais. Bon, Womé, là, il a eu des problèmes. Moi, je ne tire pas le penalty. Hein. Ah, ok. Sauf tout le monde tire. Bien. Il reste dernier. Bien. Alors, coach, oui, vous voulez rajouter rapidement. Pour rajouter rapidement, quand on dit, on parle sous le contrôle d'un technicien, quand on dit que le penalty, c'est un geste très technique, il y a des joueurs aussi qui viennent, qui ne choisissent pas le côté, ils attendent le dernier moment. C'est pourquoi c'est très difficile pour un gardien, par exemple, le penalty de Neymar, de certains Zidane, de l'avoir, parce qu'il peut décider à n'importe quel moment, même en ne regardant pas le ballon, choisir un autre côté. Et en plus, c'est psychologique. Exactement. Vous avez vu le penalty, par exemple, de Ronaldinho face à, je crois, à Landro, au Paris Saint-Germain contre Lyon. C'est purement psychologique. Et lorsque vous perdez cette bataille, le gardien l'emporte. Bien. Alors, deux questions. Une à Véron, une à vous, Mohamed. Coach Véron, le choix des tireurs de penalty se fait comment? Il y a deux façons. Et si vous partez au tir au but, vous avez préparé le tir au but, il y a des joueurs qui peuvent venir volontairement pour pouvoir tirer. On n'oblige pas. Okay. Celui qui sait mieux gérer ses émotions tire. Okay. Deuxième façon, c'est si vous pratiquez les séances du tir au but, vous les répétez à plusieurs reprises, les meilleurs, vous les choisissez. Okay. Et ça dépend de l'âge. Généralement, quand c'est des jeunes joueurs, tu es obligé de choisir. Okay. Mais quand c'est des professionnels, ils prennent leurs responsabilités. D'accord. Bien. Alors, Mohamed, avec vous, l'Égypte a formulé dans la foulée leur qualification en finale. Ils ont formulé une demande inédite à la CAF de rallonger la finale, de la jouer. C'est pas n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. On joue dans une compétition où vous savez d'avance que la finale se joue à telle date. Vous rentrez dedans. En fait, je me dis, c'est comme quand on vous parle sur le plan juridique d'un contrat d'adhésion. Soit vous adhérez ou vous laissez. C'est ça une Coupe d'Afrique des Nations. Ils ont commencé par l'Albut. Ils ont commencé par Gaza. Vous savez que la finale se joue à telle date. Vous commencez la compétition, c'est pas parce que vous vous qualifiez que vous allez demander à ce que ça se rallonge. Ouais. C'était un calendrier prédéfini. Bien avant cela. Et je pense que on n'a pas vraiment besoin de ce débat. Et la CAF n'a même pas daigné examiner cette demande. C'est pas un débat. Sous prétexte qu'en 2017, c'était l'Égypte-Cameroun en finale. Le Cameroun avait formulé la même demande. Heureusement, c'est le Cameroun qui a gagné. Donc, pour la CAF, voilà, il ne faut pas s'attarder sur de telles demandes. Alors, avec vous, Mamadi Kaba Dieng, c'est votre tour. Vous, avec votre rubrique, Les Vérités de Dieng, vous parlez du championnat national et vous avez du football guinéen dans sa globalité. Vous disiez que les jeunes footballeurs sont l'avenir du football de demain. Non, pourquoi je dis ça? Les jeunes joueurs, c'est l'avenir de demain. Parce que moi, j'ai trop vécu en Guinée, c'est avec les jeunes footballeurs guinéens, du fois à la stade des Missions, à la stade de Nongo, un peu partout en ville de la Guinée. Ben, je trouve que les enfants sont en train de souffrir, il y a beaucoup de talents. Partout, même tout terrain, il y a peut-être battu là-bas, il y a tout partout. Mais les talents, là, ils ne sont pas des moins. Tu vas voir un enfant qui sait jouer au ballon. Mais derrière le football, tu vas voir le petit traîner devant de la ville, avec son magre comme ça dans sa main, devant des bureaux des patrons là. Bon, moi je trouve tout ça là bizarre. Tant que le football est comme ça, on ne peut pas progresser. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? C'est qu'ils sont des moins. On n'a qu'à mettre les enfants en structure. On n'a qu'à mettre les enfants en centre de formation pour nous représenter demain. Mais si... Il y a Rorina déjà, il y a Yorokodia. Ouais, tout ça mais là. Ça, ce sont des privés. Ça, c'est des privés. Okay. Mais moi, je parle. Non, l'essentiel, c'est de créer, même si c'est des privés. Ouais, même si c'est des privés, mais l'essentiel. Mais tout ce que moi, j'ai vu, vraiment, nos footballeurs est en désordre. Est en désordre total. Quand je dis désordre total, comment tu vas voir un joueur de première division? Il a fini de jouer un match championnat plein. Derrière le match là, tu vas voir le joueur là en train de traîner dans le quartier à cause d'un simple sandwich qui n'a pas coûté 10 000 francs.
Mais moi, je trouve ça bizarre. Ça, c'est la faute à qui? Ouais, c'est la faute d'un... Bon, je ne sais pas qui sont en train de commander le football guinéen. C'est la faute de ceux qui commandent des commandements. Des acteurs. Non, des acteurs. Il y a des acteurs qui commandent des commandements. C'est la vérité. C'est qu'ils ont tête de file. Ouais, tête de file. De nos fédérations. Bon, nos fédérations là, on doit prendre contrôle de là-bas parce que tout ça se passe là-bas. Et puis, j'ai oublié, il y a des bouffeurs de l'argent là-bas. Bouffeurs de l'argent. Là, quand je dis bouffeurs de l'argent, l'argent que FIFA amène là, l'argent là va où? Ça, c'est un gros point d'interrogation. Alors que nos filles sont là, on doit organiser les footballs féminins. Bon, nos filles là, ils jouent bien au ballon, mais il n'y a pas de soutenance. Leur entraîneur a faim. Ceux qui prennent le glaceur a faim. Ceux qui donnent l'étude, il a faim. Ils n'ont pas leur transport. Une équipe nationale. Tu as parlé de la fédération et l'État dans tout ça. C'est l'État qui commande la fédération. Ouais, l'État l'État ne crée pas construit pas de stade. L'État n'a pas de responsabilité. Non, l'État, il y a des responsabilités. Parce que c'est l'État qui finance les fédérations. La fédération fait son rôle. Est-ce que l'État guinéen finance la fédération? En principe. Tu sais, je suis sur pas... le principe, c'est ce qui doit se passer. Je ne suis pas l'air tuyau pour savoir tout ça. Moi-même, j'étais en abandon. Comment je vais avoir ça? J'ai vu seulement des fois à la télé comment les choses passent, mais je sais que c'est des malfrats. Ouais. Mais je dis que tous les démagogies là n'ont qu'à finir au sein de la fédération là pour dire que quand moi je viens, pour dire que Paul c'est mon oncle, pour me faire entrer. Je n'ai pas mérité de travailler là-bas. C'est qu'ils ont mérité. On n'a qu'à donner les choses à eux. C'est qu'ils n'ont pas mérité. On n'a qu'à mettre à l'écart. Mais on dit que nos footballs évoluent comme regarde des Sénégalais là. Regarde les Égyptiens. Regarde des Camerounais. Regarde leurs attaquants. Comment le gars m'a convaincu. Combien de matchs il a marqué, combien de buts? 8 buts. Dans combien de matchs? Dans 5 matchs. Dans 5 matchs. Bon, regarde, nos attaquants ont fait 4 matchs sans trembler le filet. Tu t'imagines? Tout le territoire de la Guinée, en Europe, il n'y a pas d'attaque. Qui a fait les sélections? C'est Kaba Diawara. Mais c'est lui qui doit prendre le pot cassé. Mais c'est lui qui a pris son choix. Et il y avait un entraîneur des attaquants. Il y avait un entraîneur des attaquants. Un idole. Bon, Pascal, c'est un idole. Qui est d'ailleurs votre ami. Mais regarde, je sais. Mais là où il y a dérapage, tu ne peux pas jouer à la place de quelqu'un, quoi. C'est ça que moi j'ai vu. Okay. Pascal peut faire son malgré tout ça là, mais Pascal reste dehors du terrain. Mais son élève qu'il a appris, si l'élève est têtu, comment ça peut arriver? Non, mais on a l'impression que Dieng est en train de défendre Pascal Fénino. Paul, ce qui est aberrant dans tout ça, quand on n'avait pas un d'entraîneur d'attaquant, on marquait des buts. Ouais. Mais dès lors on a eu un entraîneur des attaquants, on ne marque plus de buts. Est-ce que la leçon elle est très bien saisie et très bien assimilée? Non, je pense que la leçon n'est pas très bien fonctionnée. Soit la faute est avec le professeur, soit la faute est avec l'élève. En tout cas, les deux côtés, c'est pas tous les deux. Il y a un seul côté où ça va pas. Pour toi, c'est qui? Les vérités de Dieng. Les vérités de Dieng. Voilà. La faute, c'est des dirigeants. Ok. Parce que c'est eux qui commandent les choses. Si moi j'ai vu que le vert ne peut pas, je mets le noir. C'est automatique. Il y a petit Congolais qui était là-bas, mais ils ont mis la faute. Je ne sais pas qu'est-ce qui est passé à cause de Suisse là. Mais si c'était moi, je laisse les problèmes de Suisse comme petit fait l'affaire. Je prends son côté de football. Moi, je buvais avant, mais j'étais fort dans le jeu. Ça se passe dans la tête. Même l'internat, ça se passe dans la tête. Mais vous ne pouvez pas quand même cautionner ça, quand même.
Vous ne pouvez pas accepter qu'un joueur professionnel en Coupe d'Afrique des Nations se prête à un tel comportement. Nous-mêmes, on ne va pas cautionner parce que Genk est une référence. Quelqu'un qui a joué 2 CAN, tu as des jeunes qui t'admirent, qui te regardent, qui prennent l'exemple sur toi. On n'est pas d'accord qu'il y a de telles déclarations ici parce qu'il faut comprendre, dans tous les centres de formation, que ce soit dans les académies, ils ont des fois, il y a une petite qui veut jouer comme toi, qui veut se comporter comme toi. Il serait mieux que ce mauvais côté-là n'arrive vraiment à abandonner. Pour les mauvais côtés-là, les boissons là, pour fumer, pour jouer, tout ça là, tu fais ça, mais si tu n'as pas un guerrier comme moi par exemple, tu ne peux pas boire pour continuer à l'entraînement, pour jouer. Mais le corps n'est pas un fer. Le corps doit se reposer. Le corps doit prendre du repos. Non, refroidi. Frais. Mais si le corps est sourd, comment ça peut aller? Bon, c'est pour ça que je vous dis pour global. Mais votre grand frère, ton grand frère, c'est ma petit frère, Mamadi Doumbouya. Non, colonel, il avait demandé aux joueurs de revenir. Les joueurs ne sont pas revenus. Non, pourquoi? Le colonel Mamadi Doumbouya, parce que les enfants, leur départ, colonel a expliqué à des enfants, si il ne va pas loin, il va retourner l'argent. Bon, le mot, la colonel, tu sais, colonel, un colonel, il fait peur d'abord. Mais colonel, c'est un commando. Mais si colonel, tu donnes un ordre, toi, tu n'as pas appliqué ça. Mais ton retour, tu vas avoir. C'est pour ça, même moi, je ne sais pas. Ils ont eu peur. Non, ils ont eu peur de rentrer. Pourquoi? Parce que colonel, là, il fait peur. Non, il ne ment pas. Son décision, quand il dit comme ça, il va appliquer ça. Bien. Bon, moi-même, je ne sais pas que le clan est parti où. Ils sont partis à Nord. Kaba est revenu, il était revenu. Mais les autres sont rentrés à rang dispersé. Non, moi je veux que tout le monde rentre, il donne des comptes rendus, le bilan. Il n'a qu'à expliquer le fait, la mission. Bien. Non, vraiment, c'est ça que moi je fais dire, mais pour globaliser encore, rapidement, on n'a qu'à prendre soin de nos championnats guinéens là. Le volume est en bas. Je veux que le volume, ça sera rythmé. Rythmé, quand je dis rythmé, comme tu mets les voitures en 5e dans une autoroute, tu sais, il y a des panneaux, ça se rétrise 160, 180. Bien. Voilà, c'est pour cela que notre championnat, le volume est valoriser, bien, le valoriser, le viabiliser. Voilà, on n'a pas mis nos joueurs en condition. Aussi, les joueurs locaux qui sont là. Bien, Mohamed Souma, merci d'être passé. Le plaisir était pour moi. On a vu le temps passer, le temps est passé comme du charme. Mamadi Kaba Dieng, merci beaucoup. Merci. Bien, on est là. Avec Béa, c'est bon, non? Non, avec Béa, je remercie Béa vraiment. Et KPC. Non, regarde, j'ai oublié. KPC, je lui fais monter son équipe en première division. Il m'a promis de me donner 10 millions. Il ne m'a pas donné mon 10 millions. Il a l'argent, mais je sais qu'il a oublié de me donner. S'il a oublié, ou bien s'il a donné quelqu'un pour me donner, l'intéressé ne m'a pas donné. D'accord. Bon, KPC, si tu m'attendais, mon 10 millions là, nous, on n'a pas de milliards. C'est que tu m'as promis, donnez-moi mon 10 millions. Parce que je l'ai fait monter à FIA première division. Merci. Moi, je n'ai pas fait monter à FIA. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mamadi. Merci. 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 Merci Labdoura Dramé. Merci à toute l'équipe technique côté télé. Je vous donne rendez-vous demain avec le Tubo, la mine Girassi, tel que vous l'aimez, à la radio avec l'ange de la bonne humeur Bad. Prenez soin de vous. Bon début de semaine par anticipation. Ce mois-ci, Foot Express.